Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo assez printanière. L'objectif aujourd'hui c'est quoi? C'est d'essayer de prendre du recul et de comprendre un peu mieux ce qui a pu se passer lors du crash la semaine dernière, de la collision probable en vol, de l'abordage probable de deux HH-60 Black Hawk américains. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, le compte-rendu d'accident n'est pas encore sorti, c'est surtout d'essayer de mieux comprendre ce qu'est le Black Hawk, ce qu'est le vol sous JVN, Juvel de vision nocturne, parce que les deux hélicoptères faisaient de la formation sous JVN, ce qui est quelque chose de très spécifique, et ensuite de voir ce que l'on sait à l'heure actuelle sur cet accident. Pas mal de choses à dire sur les Black Hawk, hélicoptères qui ne doivent pas du tout leur nom à des faucons noirs, mais un chef indien. Allez, je vous en dis plus juste après le jingle. Alors, le Black Hawk, comme je vous l'ai dit, il a son nom d'un chef indien qui est né en 1767, qui est décédé en 1838, qui habitait dans le Midwest et qui faisait partie de la nation Sauk. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1812, il s'est battu aux côtés des Anglais contre les Américains, et après, il y a même une guerre qui s'appelle la Black Hawk War en 1832, contre les colons en Illinois et dans le Wisconsin. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, c'est un Indien, un Amérindien extrêmement connu parce qu'il a été fait prisonnier. Ensuite, derrière, les Américains l'ont amené pour faire un tour des villes, pour qu'il visite différentes villes. Et à ce moment-là, il a pu dicter son autobiographie à un occidental. Et donc, c'est le premier Indien qui a eu une autobiographie, qui a eu beaucoup de succès de son vivant, qui a été réédité depuis. Je vous fais grâce de toutes les histoires derrière sur ce qui est advenu de ses restes après son décès naturel. Je vous invite à creuser l'histoire si vous voulez, mais tout ça pour dire, vous connaissez sûrement le UH-1 UA, le UA de la guerre du Vietnam, que le Black Hawk justement a remplacé. Vous connaissez peut-être les Iroquois, tout ça. Eh bien en fait, les noms des hélicoptères américains sont souvent, en Comanche par exemple, des noms de Native American. Et voilà, je pense que ça méritait d'être dit parce que personnellement, je vous cache pas que j'étais passé complètement à côté. Pour moi, c'était la chute du faucon noir. Bref, ce Black Hawk, premier vol en 1974, OPS en 1979, il vient répondre à un programme, le UTTAS, Utility Tactical Transport Aircraft System. Donc c'est en gros un appel d'offres, un marché pour faire un hélicoptère de transport moyen, donc en dessous de 10 tonnes, pour les Américains pour remplacer le UH-1. Il y a les hélicoptères de transport lourd, le Chinook. Là, on est sur quelque chose de plus petit, de taille moyenne, pour à peu près 11 personnes, tout équipé. Il est mis en compétition, cet hélicoptère de Sikorsky, contre Boeing, contre le Vertol, le YUH-61. En 76, eh bien, c'est le Black Hawk qui gagne, et ça fait donc plus de 46 ans maintenant que cet hélicoptère vole. Plus de 5000 ont été fabriqués. Ça a été vendu absolument partout, Corée, Japon, Colombie. Vous en avez en Australie, au Brésil, en Chine. Et oui, les Américains en ont vendu 24 en 1983. Au Mexique, aux Philippines, en Pologne, vous en avez absolument partout. Et donc, c'est le UH-1 Iroquois qui est remplacé. Des versions différentes, que vous soyez dans l'Army, dans l'Air Force, dans la Navy, dans les Costis, comme on dit, les gardes-côtes, et ça a vu du combat absolument partout, les Grenades, le Panama, l'Irak, la Somalie, les Balkans, l'Afghanistan, le Moyen-Orient, bref, le Black Hawk, c'est vraiment le cheval de trait, si on peut dire, de l'Army depuis maintenant plus de 4 décennies. Il a 2 moteurs, 4 pales, fonction des versions, eh bien, il va pouvoir embarquer plus ou moins beaucoup de matériel, plus ou moins beaucoup d'hommes. Sur les nouvelles versions, il va quand même pouvoir, pour faire simple, prendre sous élingue 4 tonnes 100. Donc, qu'est-ce qu'il sait faire? Il sait prendre un M119, que vous avez peut-être vu là en Ukraine, 4 passagers, 30 munitions de 105, les prendre et les déplacer très rapidement sur le champ de bataille. Il a participé, ce Black Hawk, en 1991 au plus grand raid aéroporté de l'histoire américaine. Il y avait 300 hélicoptères d'un coup et il a eu forcément des pertes par-ci, par-là.
notamment de 80 à 87, 5 hélicoptères perdus à cause de soucis d'émissions radioélectriques qui étaient trop fortes. Il n'aimait pas trop les antennes dans sa jeunesse avec les commandes de vol un peu électroniques qu'il a. En 94, nous en avons parlé sur cette chaîne, deux F-15 ont abattu 2 Black Hawk. En 96, vous avez 2 Australiens qui se sont percutés. Et là, il y a eu quand même 18 morts lors d'un exercice antiterroriste de nuit. Le vol de nuit, c'est compliqué. Les Américains disent de nuit, il faut tout faire avec 2 fois plus de vigilance et 2 fois moins vite. Half the speed, twice the caution. C'est ce qu'on nous apprend là-bas. Ensuite, d'un point de vue performance, on est donc sur du 5 tonnes 7 à vide, 10 tonnes en masse max. En moyenne, on va faire du 150 nœuds. Il ne faut pas dépasser les 193 nœuds. Vous pouvez monter jusqu'à 19 000 pieds. Un hélicoptère, ça ne peut pas monter aussi haut qu'on veut. Et 2 fois 2000 chevaux. Et on peut prendre de l'armement, du Hellfire, du Stinger même, de la 7,62, de la 12,7, du pod de 20 mm ou même du 30 mm. Alors tout ça c'est bien beau, mais Sikorsky Aircraft, qui ont été rachetés d'ailleurs il y a quelques années par Lockheed Martin, les fabricants du F-35, d'où est-ce que ça vient? Eh bien ça vient de Igor Sikorsky, qui est né à Kiev, et oui, toujours Kiev, qui est né à Kiev, et ensuite il est parti, alors il est né en 1889, il est décédé en 1972, il est parti aux États-Unis entre 1917 et 1919, et là, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a créé Sikorsky Aircraft en 1923, Sikorsky Aircraft qui aurait donc 100 ans aujourd'hui. Il s'est mis à travailler sur les hydravions pour la Pan Am, et ensuite derrière, c'est à lui que l'on doit les premiers hélicoptères américains. Vous avez en 1939 le VS-300. V, c'est pour Vought, vous savez, le Crusader. Et S pour Sikorsky. Et derrière, premier hélicoptère de série américain, le R4, c'est en 1942. Et oui, les hélicoptères, ça n'a même pas 100 ans en fait. Donc ces Black Hawk, il y en a plus de 5000 qui ont été fabriqués. Comme je vous le disais, il y a eu pas mal d'accidents, c'est normal. Néanmoins, il ne faut pas oublier que ce sont des hélicoptères qui sont énormément utilisés. Si vous avez vu des films sur la capture et la traque de Ben Laden, eh bien, vous avez sûrement entendu parler de ces Black Hawk qui avaient été modifiés également pour rester beaucoup plus discrets par rapport au radar pakistanais. Donc il y a plein de versions différentes. Et forcément, la version marine, c'est la Seahawk. Alors maintenant, nous allons parler des fameuses NVG, Night Vision Goggles, qu'on peut appeler JVN, jumelles de vision nocturne, ou pour mieux comprendre comment ça fonctionne, amplificateur de lumière résiduelle. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'avoir des tubes, et vous mettez ces tubes devant les yeux, et ça va vous permettre d'amplifier plusieurs milliers de fois la lumière, la luminosité ambiante. Donc si vous êtes dans une pièce absolument noire, où il y a vraiment aucune lumière, ça ne va pas bien marcher, c'est pas ce qu'il vous faut. Donc normalement, il faut quand même un certain degré de luminosité ambiante. Et pour ça, c'est très important quand vous préparez des vols sous JVN de savoir le niveau de lune, le niveau de nuit en fait. Est-ce qu'il y aura de la lune? Est-ce qu'il n'y aura pas de lune? Est-ce qu'il y aura une nuit très noire? Est-ce que ce sera une nuit peu noire? On aime bien souvent parler de niveau de nuit, de 1 à 5. 1, on n'y voit vraiment pas grand-chose. Et donc vos JVN, ça va pas être très propre. 5, eh ben, il y a une grande pleine lune, on y voit comment plein jour presque avec les JVN. Donc votre représentation du monde va se faire avec une couleur vert monochrome. Pourquoi vert? Bien parce que c'est considéré comme la lumière la plus facile à regarder dans le noir pendant une longue durée. Certains systèmes utilisent du bleu, notamment en montagne. Les JVN, c'est pas nouveau, ça a commencé pendant la Seconde Guerre mondiale, ensuite ça s'est généralisé pendant le Vietnam, et il y a plusieurs générations. Mais au tout début, c'est un Hongrois, pas n'importe qui, Kalman Tirai, qui est également l'inventeur de l'écran plat, de la télé, du drone et de la caméra thermique. Du coup, lui, c'est en 1929 qu'il a inventé cette caméra thermique qui était utilisée par les Anglais pour la défense aérienne. En 1943, les Allemands, ils ont adapté tout ça sur les tanks Panther. À la fin de la guerre, ils avaient réussi à équiper une cinquantaine de chars Panther avec ces systèmes thermiques. Et à côté de ça, les Américains, pour les armes de sniper, le M1, le M3, ils avaient ces premiers tubes monochromes qui permettaient de faire de l'attrition, de pouvoir traiter des cibles de nuit. Alors la problématique, c'est qu'avec ces tubes, vous voyez à 40 degrés de vision, mais
avec un seul œil, normalement, vous voyez à peu près 95 degrés. Avec vos deux yeux, 190 degrés. Lorsque vous avez un seul tube à 40 degrés, forcément, vous perdez énormément en vision périphérique. Et la vision périphérique, c'est très important pour pouvoir détecter les mouvements, pour pouvoir voir d'autres aéronefs ou si vous êtes combattant au sol, pour pouvoir voir l'adversaire. C'est pour ça que vous avez sûrement vu des films avec les forces spéciales où vous avez 4 tubes, ce qui permet de monter à 97% de field of view, donc en gros comme si vous aviez un seul œil, ce qui nécessite quand même de beaucoup bouger la tête. Mais la contrepartie, c'est une grosse demande d'un point de vue batterie, une grosse demande également au niveau de votre cou à cause du poids de porter ce matériel. Et si vous êtes pilote de chasse, sous facteur de charge, ça va poser un gros souci. Donc en résumé, ces jumelles de vision nocturne, inventées pendant la Seconde Guerre mondiale, développées par générations successives, nous permettent d'augmenter la luminosité résiduelle afin de mieux y voir de nuit et de pouvoir, entre pilotes, voler en formation, mais également mieux travailler à très basse altitude en volant très très bas, en évitant le relief, en évitant les arbres. La problématique, c'est quoi? C'est qu'il faut un petit peu de luminosité et il faut des avions équipés pour les jumelles de vision nocturne. Il faut avoir des boutons pour pouvoir réduire l'intensité lumineuse en cabine, mais également au niveau de l'aéronef pour ne pas venir gêner vos jumelles de vision nocturne et perdre en qualité. Lorsque vous avez 2 hélicoptères l'un à côté de l'autre, ils ne vont pas avoir, le leader n'aura pas son anti-collision allumé, c'est le numéro 2 qui l'aura, sinon ça va éblouir, ça va gêner son ailier. Et au niveau des feux, il y aura des feux de formation pour JVN, ce qui permet de venir se mettre juste à côté, de toujours bien voir l'aéronef sans pour autant être ébloui ou avoir une dégradation de la qualité de vos tubes. Attention néanmoins, si vous êtes en vol sous JVN et que vous n'avez pas votre cockpit en mode JVN, vous allez avoir une sorte d'intensité lumineuse qui vient d'en dessous. C'est pas agréable, c'est très gênant. Donc, une formation au JVN est nécessaire dans tous les cas, formation théorique. Moi, je l'ai faite avec la Royal Air Force, avec un contractor, un civil de la Royal Air Force en Angleterre. On a des Français qui sont envoyés se faire former là-bas. Ensuite, derrière, ce sont des vols d'accoutumance à haute altitude. Progressivement, vous descendez. Une fois que vous êtes très à l'aise avec les JVN, vous allez pouvoir voler à basse altitude, vous entraîner au vol à basse altitude de plus en plus bas. Et après, comme les Américains dans ce cas-là, vous allez devoir maintenir vos compétences et régulièrement descendre à basse altitude avec vos JVN. L'appontage ne se fait pas sous JVN, ça poserait des soucis lors de la décélération et d'autres problématiques, ça se fait en l'ancienne. Et en cas d'éjection, il faut également retirer vos JVN, sinon ça peut poser des soucis. En tout cas, l'unité endeuillée lors de cet accident provenait de Fort Campbell. Fort Campbell, c'est du nom d'un général qui a été gouverneur du Tennessee. Ce fort a été regardé en septembre 1941. Il a été construit à partir de 1942 avec pour objectif d'accueillir 2422 officiers et quand même 45 200 hommes sur 414 km². C'est absolument énorme. Sur Fort Campbell, vous avez le 160e SOAR, qui sont très connus, c'est une unité d'hélicoptères des forces spéciales, et la 101e Airborne, les Aigles hurlants, dont la devise est « Rendezvous with Destiny ». Ce que l'on peut dire de la 101e, c'est qu'actuellement, ils ont 70 Apache, 23 Kiowa, 120 Black Hawk et 48 Chinook. Vous l'aurez compris, tout ça, c'est des Amérindiens. La 101e, elle a été créée en novembre 1918, à la base avec des appelés, puis derrière avec de la réserve. Elle n'a jamais connu le combat, elle a été créée trop tard pour participer à la Première Guerre mondiale, tant mieux. En 1942, c'est devenu une unité aéroportée, envoyée au Royaume-Uni en 1943. Les Pathfinder, leur reconnaissance a été envoyée le 5 juin 1944 pour préparer le débarquement. Leur objectif, c'était de tenir la route vers Poupeville, les ponts sur la Douvre et également le canal de 40 ans afin de permettre la sortie de la ville de Utah Beach, enfin de la plage, pardon, de Utah Beach. Malheureusement, on va dire le largage ne s'est pas passé comme prévu. Ils ont été largués sur 40 km de long, ils ont perdu 1500 hommes rien qu'à ce moment-là, morts ou prisonniers. Néanmoins, l'état final recherché, l'objectif a été assuré, la tête de pont a été établie et en juillet, ils ont été renvoyés en Angleterre où ils se sont préparés pour l'opération Market Garden, le fameux contrôle loin, énorme opération aéroportée qui a été un échec parce que les troupes au sol n'ont pas réussi à suivre. Vous voyez, l'histoire se répète, on l'a vu pareil avec Kiev il y a pas très longtemps. Derrière, c'est à Bastogne
qu'ils ont fait parler d'eux. Leur division a été encerclée. Leur général est entré en communication avec les Allemands qui les encerclaient, qui leur demandaient de se rendre. Et il a eu ce mot très connu, nuts. Nuts qui veut dire des noix, qui ferait référence directement à une partie de l'anatomie masculine. Donc il a refusé de se rendre, il leur a dit nuts, et derrière, eh bien, il a bien fait parce que le général Patton a réussi à arriver avec ses hommes et à les désenclaver. Derrière, le Vietnam, 7 ans de guerre, pour la 101e, 15 campagnes, mais malheureusement, plus récemment, c'est avec l'histoire du Canada que la 101e a fait parler d'elle. Le vol 1285, Aaron Air, on est le 12 février 1985, les militaires rentrent du Sinaï où ils ont fait du maintien de la paix. Leur DC-8 officiellement va s'écraser quelques minutes après le décollage à cause du givrage et d'un souci de surcharge. 256 personnes vont mourir dans le nord du Canada à Gander, mais il y a également une hypothèse qui tourne sur un attentat qui n'a jamais vraiment été écarté. Je ne vais pas rentrer dans le débat, mais malheureusement, du coup, la 101e a été endeuillée dans le nord canadien. Endeuillée également donc mercredi dernier avec 5 personnes dans un hélicoptère, 4 dans l'autre, un total de 9 personnes qui sont décédées lorsque les deux HH-60M se sont percutés aux alentours de 22 heures locales. C'était à 30 nautiques au nord-ouest de Fort Campbell. Les deux aéronefs étaient sous JVN, à basse altitude, très proches l'un de l'autre. Et qu'est-ce qui peut amener deux hélicoptères comme ça à être perdus? C'est probablement un abordage, donc ils se sont touchés. Je vous rappelle que c'est normalement le numéro 2 qui est responsable pour l'anti-abordage, c'est toujours l'équipier qui est responsable de l'anti-abordage. Si vous pouvez avoir des manœuvres inattendues de la part du leader, ce qui peut entraîner des problèmes. Les manœuvres inattendues, ça peut être pour éviter un oiseau, pour éviter un obstacle à cause de météo. De manière générale, de nuit, on va essayer de bien briefer les trajectoires en amont, en tant que leader d'être le plus stable possible pour rendre le travail de nos équipiers plus facile. On sait que nos équipiers sont moins expérimentés, ont une forte charge de travail parce qu'ils doivent s'adapter à nous. Et donc, on va essayer d'être la plateforme la plus stable possible. On va bien maintenir la vitesse prévue au briefing, on va bien maintenir la route prévue au briefing. Tout ce qu'on fait, on l'a briefé. Tout ce qu'on briefe, on le fait. Mais par moment, eh bien, il peut y avoir des soucis. On peut être obligé de sortir du trait, comme on dit. Et là, eh bien, soit on le communique à la radio, soit on s'entraîne à être le plus discret possible. Par exemple, au-dessus de la mer, si on ne veut pas trahir notre position. Et là, il faut vraiment avoir des équipiers qui sont vigilants en permanence. Mais en tant que leader, on sait également que c'est peut-être une zone dangereuse. Donc, on va se retourner, essayer de voir si l'équipier suit bien, s'il n'est pas en train de nous foncer dessus. Dans tous les cas, c'est généralement au niveau des rotors que ça va toucher. La problématique en hélicoptère, c'est ça, vous avez ces rotors qui prennent un certain volume. Normalement, ils connaissent bien ce volume-là, les pilotes. Mais en avion de chasse, c'est plus facile quand vous vous rapprochez en patrouille serrée. Vous avez votre aile, mais en termes de géométrie ou de distance, c'est quand même un petit peu plus facile à gérer. Encore une fois, de nuit sous JVN, les vitesses de rapprochement sont très dures à voir. Et si vous ne regardez pas parfaitement en permanence votre leader, eh bien, ça peut très très vite devenir accidentogène. L'US Army a été endeuillé plusieurs fois ces dernières années, forcément. Ils ont eu des accidents, notamment en 2015. Il y avait eu 11 morts lorsqu'un Black Hawk s'est écrasé en Floride dans le brouillard. En 1988, ils ont eu 2 hélicoptères qui sont percutés, 17 morts. En 1982, ils ont perdu un Chinook avec 46 personnes à bord lors d'un vol d'entraînement, et même un C-23 qui avait été perdu il y a pas mal d'années en Géorgie. Donc c'est quand même un accident là, qui va être marquant pour l'histoire de l'US Army. Généralement, les unités font ce qu'on appelle un safety stand-down. Après un accident comme ça, on ne vole pas, on arrête l'activité, on pose les crayons, on réfléchit à la sécurité, on s'assure que tout le monde est parfaitement raligné. L'objectif numéro 1 d'une armée en temps de paix, c'est la sécurité, la préservation du potentiel humain et du potentiel matériel. Ça passe au-dessus de tout. Il faut savoir que le programme de formation des hélicoptères américains est quand même très bien fait. Ils y vont progressivement. On va leur apprendre à faire du vol à basse altitude, on va leur apprendre à faire du vol aux instruments. Ils vont faire du Nap off Earth, ce qu'ils appellent le NOI, où tu es vraiment en vol tactique, très très basse altitude, comme on dirait en France. Ils vont avoir des formations au vol en formation, mais qu'en permanence, eh bien, il va falloir qu'ils entretiennent ces qualifications. Donc c'est normal qu'ils fassent ce type de vol d'entraînement. Le compte-rendu d'enquête dans quelques mois ou années nous en dira plus. Dans tous les cas, je voulais faire cette vidéo déjà pour nous intéresser un petit peu au Black Hawk, qui est un hélicoptère vraiment mythique. Ensuite, derrière, pour vous sensibiliser un petit peu aux jumelles de vision nocturne, aux
fait que ce n'est pas magique, vraiment pas magique. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de discipline. Et toutes ces avancées technologiques, à chaque fois, ça demande de la formation de personnel, mais non seulement de la formation de personnel, après, derrière, de l'entretien de compétences. Et c'est ce qui rend nos 150 à 200 heures de vol par an souvent très denses. C'est qu'en permanence, quand vous n'êtes pas déployé, vous devez vous assurer de rester proficient, de rester bon dans toutes ces différentes unités de valeur, si on peut dire, qui font le métier de pilote, que ce soit d'hélicoptère ou de chasse moderne. L'accuracy, comme on dit, important également si vous êtes pilote d'aviation légère. Comme vous le savez, il faut un certain nombre de posées, un certain nombre d'heures de vol dans les derniers mois pour pouvoir emmener des passagers. C'est la même philosophie dans l'aviation militaire, vous le voyez. Il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner. C'est un sport. Toutes ces choses professionnelles, ça peut être perçu comme un sport. Et n'oubliez pas que votre cerveau, voyez-le comme un muscle. Si vous voulez être efficace lors de cette activité physique, si on peut dire, il faut s'échauffer avant. Et comment est-ce qu'on s'échauffe? En relisant les textes, en briefant, en se projetant mentalement sur à quoi va ressembler le vol et en réfléchissant à tous les what if, toutes les choses inattendues qui peuvent se passer pendant un vol à basse altitude sous JVN, évitement météo, un arbre, des oiseaux. Les oiseaux, ça vole la nuit également. Et du coup, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Fly safe. N'hésitez pas à aller sur debrief.org, le site web. On l'a complètement revu, amélioré. Vous avez un onglet avec les meilleures vidéos sur l'Ukraine, les meilleures vidéos en fonction du contenu. Si vous trouvez que YouTube est pas très friendly pour ce qui est de retrouver nos anciennes vidéos, vous avez tout qui va être rangé de la part de toute catégorie. Allez faire un tour sur debrief.org. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Laurence, ça va même avoir sa page avec ses capsules. Si vous avez bien les petites capsules ou les posts de Laurence sur LinkedIn, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à suivre Débrief sur LinkedIn. Ou bien nous suivre sur LinkedIn. On partage pas mal, tout comme sur Facebook ou encore sur Instagram où nous allons faire gagner pas mal de trucs là dans les prochaines semaines. Alors à très vite sur les réseaux, fly safe. Et si vous avez lu Au-delà de l'Ukraine ou Au-delà du cockpit, n'hésitez pas à nous envoyer un petit commentaire, me dire ce que vous en pensez. Ce sera toujours très utile pour l'écriture du prochain livre. Il faut débriefer pour essayer d'améliorer. Fly safe.